Très bien, les gars, bon vendredi. J'ai un scoop majeur pour vous. Ce vendredi va être amusant parce que ça concerne Taylor Swift et le procès de Blake Lively et franchement, j'en suis obsédée. Je suis vraiment désolée. En gros, une ordonnance de protection a été déposée et acceptée hier soir par toutes les parties. Ils attendent juste que le juge la signe. Et je peux vous dire tout de suite que les dépositions arrivent. C'est un fait absolu. Aussi dans la réaction la plus folle, la plus pathétique, la plus malhonnête et lâche jamais vue. À la série Devenir Brigitte. Le président Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont envoyé leurs sbires pour dire qu'ils n'ont jamais reçu ma lettre de réponse. Ma lettre de réponse avec les 21 questions à laquelle ils ont répondu par l'ordonnance de préservation. C'est complètement fou. Que puis-je dire d'autre, à part que Brigitte Macron a du cran? Bienvenue de retour sur Candace. Bon, les gars, Taylor Swift, elle commence à publier. Ça se passe. Tout le monde reste calme, d'accord? Donc hier, comme je l'ai mentionné, hier soir, encore une fois à 23h02, je ne sais pas pourquoi l'équipe de Blake Lively aime déposer ses documents aussi tard dans la journée, sachant que je surveille tout et que je ne peux pas rester éveillé aussi tard. Mais ils ont déposé une ordonnance de protection. Et au début, j'ai cru qu'ils l'avaient fait seuls. Mais en réalité, il semble que cela ait été convenu par les deux parties, pour protéger certaines choses qui pourraient apparaître lors de la découverte et à travers toutes ces assignations. Maintenant, mon avocat m'a dit que c'est en fait assez courant. Mon pauvre avocat, que j'appelle tout le temps pour poser des questions sur cette affaire, et il me dit que je ne suis pas du tout partie prenante dans l'affaire, mais il doit quand même me donner des conseils juridiques. C'est quelque chose d'assez standard qui se produit dans les affaires commerciales, et c'est vraiment juste une mesure utilisée pour protéger les intérêts commerciaux. Donc, je vais vous donner une très mauvaise analogie ici. Mais disons que je suis au tribunal et que je me dispute avec la Chase Bank à propos de quelque chose. Et tout cela est évidemment public. Et nous demandons ensemble au juge de sceller certains aspects parce que nous n'avons pas besoin que ces choses deviennent des sujets de discussion publique. Donc, peut-être que ce sont mes relevés de compte. Pourquoi le public aurait-il besoin de savoir si je me lève tous les jours pour acheter un café chez Starbucks? Peu importe ce que c'est tout simplement sans importance pour le public. Et donc, c'est ce qu'ils font. Ils essaient de dire, OK, il pourrait y avoir certaines choses qui ressortent et qui ne sont pas pertinentes pour le public. Mais le langage utilisé ici dans cette ordonnance de protection m'a paru très intéressant. Et au début, cela m'a fait réfléchir instantanément à Taylor Swift. Donc, on va afficher ça. J'appelle ça la clause Taylor Swift dans l'ordonnance de protection. Il est indiqué que la personne produisant un élément de preuve peut le désigner comme confidentiel ou réservé aux yeux de l'avocat uniquement. Seule la partie de ce matériel dont la divulgation publique est soit restreinte par la loi, soit susceptible de causer un préjudice aux intérêts commerciaux, financiers, professionnels ou personnels de la personne qui le produit et ou d'un tiers, y compris des personnes très en vue envers lesquelles un devoir de confidentialité est dû. Je ne sais pas pourquoi c'est le cas. Je ne sais pas pourquoi nous devons la confidentialité à ces personnes très en vue. Et cela consiste en des informations financières auparavant non divulguées, blablabla. Bla, 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 bla. OK? Tu comprends. Donc, je me dis que ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir lire ces messages de Taylor Swift. On ne va pas pouvoir les lire ou alors ils vont, sceller sa déposition. Il s'avère que non. Je me trompe complètement parce que j'ai de très bonnes sources qui disent que Taylor Swift va être assignée à comparaître, qu'elle va être entendue sous serment et qu'elle passera la première. Ils la veulent en premier. Ils ont entendu les appels du public et en gros, on va la voir. On va enfin obtenir ce qu'on veut. Et c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et je vais vous dire pourquoi. Avant tout, avec mon absence totale d'expertise juridique, comme je l'ai dit depuis le début, c'est le choix le plus intelligent que l'équipe de Justin Baldoni pouvait faire. J'ai dit de la faire déposer. Je n'étais pas sûre qu'ils allaient le faire parce que Brian Friedman s'est fait poser la question par Harvey Levin sur TMZ. Et il a dit, eh bien, on ne sait pas. On verra dans quelle direction va cette affaire. Et moi, je me disais, comment ça, vous ne savez pas? Ce serait littéralement la toute première chose que je ferais. Je ferais déposer Taylor Swift face à Blake Lively parce que, avant tout, peu importe ce que vous pensez de Taylor Swift, il faut reconnaître et respecter le fait que c'est une machine. D'accord, c'est une véritable machine. Elle fera tout pour protéger son image. En d'autres termes, Blake et Ryan vont finir par affronter un vrai dragon, d'accord? Un vrai dragon qui a une armée d'adolescents derrière elle. Et c'est mon avis professionnel qu'elle était très impliquée. Elle était impliquée dans cette situation et actuellement son équipement au public.
Je n'arrêtais pas de dire qu'ils mentent clairement au public et essaient de faire passer un message à l'équipe de Justine Baldoni du genre « Regardez, nous n'avons rien à voir avec ça. Nous ne sommes plus amis avec elle. On ne l'aime même pas. On ne la connaît même pas. On n'arrive pas à croire qu'elle ait dit ça. » Ils publiaient des articles. Elles se sont utilisées. Elles se sont abusées. Ils ont affirmé à TMZ dans un article que Cheers. Elle n'a rencontré Justine qu'une seule fois et c'était brièvement. Et en gros, elle a été surprise parce que la réunion était censée se dérouler dans l'appartement de Blake. Et puis, elle est arrivée et Justine Baldoni était là. Et ensuite, ils ont présenté ce récit comme quoi Taylor était simplement très gentille. Et parce qu'elle pensait que c'était le patron de Blake, elle a été très aimable lors d'une brève discussion et ne lui a plus jamais reparlé. Et nous savons simplement de façon objective que ce n'est pas vrai. OK, nous savons objectivement que ce n'est pas vrai parce que Blake Lively et Justine Baldoni, malgré ce conflit houleux, sont d'accord sur le fait que Taylor Swift était impliquée dans ce film, d'accord? Ils sont simplement tombés d'accord là-dessus sans savoir que ce conflit allait éclater, à une époque où tout allait bien et où Blake Lively utilisait son nom. Donc, je vais rafraîchir votre mémoire juste pour que vous compreniez à combien d'aspects elle est liée, combien de fois elle pourrait être amenée à devoir répondre à des questions, peut-être à fournir des messages concernant tout d'abord le casting de la jeune Lily Bloom, autrement dit l'actrice Isabella Ferrer. Rappelez-vous, elle a dit cela lors de la première sur le tapis rouge. J'ai entendu dire que Taylor aurait eu une certaine influence pour obtenir... Oui, c'est vrai. Oui, je sais. Je ne sais même pas si je devrais le dire, mais je le dis. Oui, elle a vraiment aidé lors du processus d'audition, ce que j'ai découvert plus tard, après avoir eu le rôle, et ça a bouleversé ma vie. Oui, je n'ai pas de mots. Et Justin Baldoni l'a confirmé dans une interview. Il a dit que cela s'était produit. Mais écoutez bien ces mots, d'accord? Parce qu'on dirait qu'il a peut-être vu Taylor Swift plus d'une fois, et pas seulement ce jour-là dans l'appartement où, soi-disant, elle aurait été surprise et ne lui aurait plus jamais adressé la parole, selon les équipes de relations publiques. Écoutez bien. Elle m'a dit que Taylor Swift l'avait aidé à obtenir le rôle, qu'elle avait validé son audition. Avait fait venir, j'étais en train de faire le casting et j'avais en fait fait venir et montré sa bande d'audition à Blake et Taylor. Et elles ont toutes les deux dit, oui, elle. Et c'est une histoire vraie. Mais elle m'a vraiment époustouflé. Elle m'a vraiment époustouflé lors de l'audition. D'accord, donc il a montré la bande d'audition. Tout ça s'est passé en quelques minutes. Sommes-nous censés croire que tout ça s'est passé en quelques minutes dans l'appartement, alors qu'apparemment, elle a juste dit « Salut, au revoir, ravi de vous rencontrer, patron ». Il a ensuite dit « Oh, laissez-moi vous montrer les bandes d'audition pour Lily Bloom ». Il se passe plus de choses que ça, d'accord? Il mente au public. Et encore une fois, c'est parce que Tree essaye de protéger sa cliente. Au passage, c'est la bonne chose à faire. C'est le rôle d'une personne en relation publique. Essayer de faire comprendre au public qu'elle ne veut rien avoir à faire avec ça afin qu'elle n'ait pas à être mêlée à cette histoire. Nous devrions également rappeler que Taylor Swift aurait aussi fait renvoyer le compositeur principal du film, Brian Tyler, et l'homme qui travaillait sous ses ordres, apparemment pour des raisons personnelles, selon ce qu'un post anonyme sur Reddit nous a appris lorsqu'il est sorti. Bien avant que tout cela ne soit rendu public, et personne n'a cru cette personne à l'époque. Et pourtant, tout ce que cette personne a dit s'est avéré exact après vérification. Donc, ils affirmaient que Taylor Swift était venue en disant « Si vous voulez utiliser ma chanson My Tears Ricochet », ce qu'ils ont fait, ce qui montre encore une fois qu'elle était très impliquée dans ce film, alors vous ne pouvez pas garder ces gars comme compositeurs. Et nous avons vu que Brian, alors que Brian Taylor est ami avec Justine Baldoni et qu'il a déjà travaillé avec lui par le passé, et qu'il avait composé une bande originale pour ce film, pour une raison quelconque, sa musique n'a pas été utilisée. Donc là où il y a de la fumée, il y a du feu. Et ils n'ont pas explicitement nié cela, malgré le fait que tous les podcasteurs et TikTokers en parlent. Il n'y a pas eu de démenti de la part de l'entourage de Taylor Swift. Ensuite, il y a ceci, d'accord? Nous avons évoqué à quel point les crédits de It Ends With Us étaient étranges. J'ai été harcelée sexuellement et maintenant on se moque de lui partout. On se moque de Justine Baldoni partout. Mais elle remercie Taylor Swift. Donc, bingo, évidemment, elle était impliquée. Maintenant, vous pourriez dire « Oh, eh bien, c'est parce que sa chanson a été utilisée. » Eh bien, nous avons découvert grâce à ce post Reddit que c'était plus que ça. Ils ont eu une rencontre avec Bradley Cooper. C'est pourquoi il est mentionné dans les crédits de It Ends With Us, parce qu'ils ont organisé une projection spéciale de la version de Blake Lively pour des célébrités. Mais ensuite, la personne a dit que sa version posait problème
Alors, ils ont fait venir le vidéaste de Taylor Swift ou les réalisateurs de ses clips pour aider au montage. Eh bien, j'ai alors remarqué que dans les crédits de It Ends With Us, il y a une personne nommée Stefania Dulowski. Et je n'avais jamais révélé ça auparavant. Donc, j'ai cherché tout le monde sur cette liste comme une folle. Et je me suis dit, qui est Stefania Dulowski? Il s'avère qu'elle est monteuse, elle est réalisatrice. Et elle est photographe et elle a déjà travaillé avec Taylor Swift. Pas seulement avec Taylor Swift, mais aussi avec Blake Lively. Ceci vient du site web de Stefania Dulowski. Elle a une liste de tous les clips musicaux sur lesquels elle a travaillé. Et voici la chanson de Taylor Swift, I Bet You Think About Me. Vous voyez qu'il répertorie Shane Reed et également Blake Lively. Voici Blake Lively dans ses débuts de réalisatrice. C'était en novembre 2021. Elle a donc réalisé la vidéo de Taylor Swift et la personne qui a fait le montage était Stefania et ils ont clairement fait appel à Stefania, l'équipe de Taylor Swift, pour venir s'impliquer dans ce film. OK, donc tu ne peux pas y aller maintenant. Oh, je n'avais rien. Je viens de faire une petite rencontre ici avec Justin Baldoni. Je n'ai rien. Autre chose à voir avec quoi que ce soit, OK? Ensuite, il y a le fait que Blake Lively elle-même a admis lors d'un panel en août 2024. Ils font toutes ces promos, ils sont en tournée promotionnelle et ils ont fait cette étape, je suppose, vraiment pour séduire les influenceurs et parler du film. Et elle explique clairement que Taylor Swift a été impliquée à chaque étape de la réalisation de ce film. Écoutez, c'était excitant? As-tu dû passer quelques coups de fil? Il y a eu beaucoup d'appels passés pour beaucoup de chansons dans ce film. Honnêtement, ce film, je pense que quand on le voit, on a l'impression que c'est un grand et magnifique film d'été, mais nous n'avions aucun budget. Donc, il a fallu demander beaucoup de faveurs et supplier pas mal de monde. Tes genoux étaient-ils pour Taylor? Franchement, elle a été avec moi tout au long de cette expérience, du début à la fin. Donc, elle a vraiment vécu ça avec moi. Oui, c'est quelqu'un qui est là pour toi et je suis tellement reconnaissante d'avoir cet amour et ce soutien. Mais oui, mais il y avait aussi d'autres personnes que j'ai dû appeler et supplier et des gens qui ont dit non, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, si quelqu'un a un dictionnaire, j'aimerais bien trouver la définition de ce mot. C'est tellement déroutant pour Moi. C'est vraiment intéressant quand on considère le véritable fond de ce procès. Et on peut seulement imaginer les choses qu'elle est autorisée à dire. Si Justine n'avait jamais dit ça, s'il avait dit « Je n'accepte pas un non comme réponse », est-ce que quelqu'un peut me montrer à quoi ça ressemble dans un dictionnaire? Je n'écoute pas quand on me dit non. Ils en auraient fait toute une histoire, surtout dans leur dossier. Mais tout ça est crédible, d'ailleurs. Donc, elle dit simplement là, Taylor Swift a été impliquée depuis le début, tu sais, à chaque étape, bien plus que simplement la chanson qu'elle nous a donnée. C'est crédible parce que, comme je l'ai souligné, nous avons tellement focalisé sur ce message à propos des dragons et de Khaleesi parce que c'est farfelu, c'est bizarre, c'est fou et c'est instable. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que la toute première fois que Ryan Reynolds et Justin Baldoni échangent par message après avoir été présentés l'un à l'autre, Ryan Reynolds mentionne immédiatement Taylor Swift. D'accord. C'est la seule personne dont il brouille le nom dans ce procès. Donc, je vais te rappeler ça. C'est important. Il est en train de dire à quel point Blake est génial. Et ensuite, il dit, Justin Baldoni, certaines des meilleures décisions créatives que j'ai prises sont en fait Blake, et c'est pareil pour Taylor. Le métier d'acteur n'est qu'une petite partie d'une incroyable mosaïque de créativité. Donc, il la mentionne par son nom immédiatement. Et je te rappelle qu'elle sortait de sa relation avec Joe Alwyn et qu'elle passait beaucoup de temps avec eux. Au début de sa tournée Eros, elle était photographiée avec eux. C'est ce qu'elle aime faire quand elle sort d'une relation. Elle aime se retrouver en groupe de filles, se faire photographier par les paparazzi. Et j'imagine simplement qu'elle avait besoin de quelque chose avec quoi s'amuser. Et It Ends With Us a fini par être ce qu'elle a choisi pour s'occuper. Puis bien sûr, la chose la plus évidente, c'est que Ryan utilise la stratégie de Taylor Swift de disséminer des indices cachés. Partout sur les réseaux sociaux, partout dans le film Deadpool, partout dans le générique de It Ends With Us, partout dans le générique de Deadpool, pour lancer toutes ces piques à Justin Baldoni encore une fois, ce qui fait que nous ne croyons pas vraiment qu'elle ait été harcelée sexuellement, mais plutôt qu'ils cherchèrent à la pousser pour finalement faire remplacer Justin Baldoni par Blake en tant que réalisatrice du film, vous voyez, en jouant ce rôle de victime. C'est, que vous vouliez l'admettre ou non, la méthode de Taylor Swift. Donc, elle est fichue.
C'est elle qui va être la première à être interrogée sous serment et nous allons pouvoir lire cette déposition, vous savez, parce qu'il n'y a rien de confidentiel là-dedans. Nous n'avons pas besoin de ces témoignages. Et tu ne peux pas dire, eh bien, je ne veux pas être interrogée sous serment parce que je suis Taylor Swift. Et il pourrait y avoir quelque chose là-dedans qui montre que je mens. Tu ne peux pas faire ça. C'est une crise de relations publiques pour Taylor Swift. Et je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse, d'accord? Ça m'intéresse parce que ce moment est vraiment fascinant pour la gauche et la droite. Parce que, et j'étais justement en train d'en parler au téléphone avec Taylor Lorenz, ancienne du Washington Post, ce matin, et elle me posait justement des questions sur ce procès et pourquoi il semble que cela rassemble la gauche et la droite. Et je lui ai un peu répondu que, en fait, du moins pour moi, je m'intéresse à cette histoire de Me Too depuis très longtemps parce que j'ai compris que c'était en train de devenir une stratégie commerciale. Mais je pense qu'il y a eu une rupture pour les gens de gauche avec le procès d'Amber Heard et ils ne l'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié ce qu'Amber Heard leur a dit, puis ce qu'ils ont vu tout au long des audiences et sa façon d'oublier complètement le fait qu'elle avait abusé de Johnny. Nous avons pu lire ces messages et de près, nous avons pu voir comment la presse peut complètement détruire un homme. Et je ne dis pas que tout ce que Johnny Depp a fait dans cette relation était bien. Je veux dire, ils ont tous les deux admis avoir pris de la drogue à la barre, mais clairement, ils ont juste choisi la femme dans cette histoire. Et tellement de détails ont été laissés de côté. Et je pense que c'était un bon moment. Je pense que cette fracture était bénéfique parce que cela nous a permis à tous de faire une pause et de vraiment réfléchir, de considérer que peut-être on ne nous dit pas la vérité et que parfois il arrive que des femmes mentent. Et je le sais depuis des années, d'accord. Croyez-moi quand je vous dis que je connais assez de gens à Hollywood pour savoir que Taylor Swift est considérée comme une femme d'affaires très avisée. Elle s'en est sortie avec beaucoup de choses parce que, vraiment, et ne m'en veut pas, Swift, mais c'est à cause de cet empire de jeunes filles adolescentes. C'est parce que je dois le dire, ne m'en veux pas, Swift, quand je vais partager quelques faits avec toi. Et c'est drôle parce que je t'ai parlé du timing de ce livre. J'ai écrit tout un chapitre sur la marque de féminisme de Taylor Swift. Et je repensais un peu à ce moment où je n'étais plus dans le train Taylor Swift. Et je me disais, je peux apprécier sa musique, je peux apprécier l'artiste. Et comme je l'ai dit dans mes stories Instagram aujourd'hui, je vais danser sur London Boy pour toujours. C'est totalement OK. Je peux vraiment apprécier. Ça me rend nostalgique. Certains des albums, j'ai le même âge qu'elle. Mais en 2019, je me suis dit, j'en ai fini avec Taylor Swift parce qu'elle et moi avons le même âge et que nous sommes toutes les deux impliquées dans les affaires. Et quand je l'ai vue faire ce geste contre Scooter Braun, quelque chose s'est brisé en moi. Donc, je voulais vous rafraîchir un peu la mémoire à ce sujet très rapidement avant qu'on parle de la stratégie de Leslie Sloan Pierre, parce que je suis vraiment curieuse d'entendre ce que les Swifties ont à dire là-dessus avec de nouvelles informations, avec le temps et en vieillissant. Je ne sais pas pourquoi je pars du principe que tous les Swifties sont des adolescents. Mais l'idée, c'est que vous grandissez un peu et que vous commencez à voir ces stratégies qui peuvent être utilisées. Quand vous repensez à cette situation et que vous en apprenez plus à son sujet, si jamais cela vous dérange. Encore une fois, ce livre n'a pas encore été publié. Je suis littéralement en train de vous montrer le manuscrit de mon document Microsoft Word. Vous pouvez acheter le livre et je ne devrais pas vous montrer ça parce que pourquoi est-ce que je vous montrerais ça? Mais je pense que c'est important. Alors, c'est parti. On peut afficher ça. Je vais l'ouvrir ici sur mon ordinateur portable, les amis. Donc, j'écris dans mon livre, avant d'analyser cet événement incroyable qui concerne elle et Scooter Braun, il est important de noter d'abord que Taylor Swift ne représente pas une histoire hollywoodienne de la misère à la richesse. En fait, si Taylor n'était jamais devenue célèbre, elle aurait simplement dû se contenter d'être riche. Taylor Swift a grandi dans une idyllique ferme d'arbres de Noël à West Reading, en Pennsylvanie. Son père, Scott Swift, était courtier en bourse chez Merrill Lynch et sa mère était directrice marketing pour un fonds financier. Il est important de noter que ses deux parents avaient des carrières qui les rendaient financièrement avisés. Ils ont engagé pour leur fille un agent artistique alors qu'elle n'avait que 12 ans et Scott a été muté au bureau de Merrill Lynch à Nashville afin que Taylor puisse poursuivre sa carrière musicale 2 ans plus tard. Inutile de préciser que lorsque le directeur de label Scott Borchetta a approché sa famille pour signer leur fille en 2005, Taylor était très bien entourée. Tellement bien entourée, en fait, que son père, avisé sur le plan financier, a acheté une participation de 3% dans la nouvelle société de Borchetta, Big Machine Records, sous laquelle Taylor Swift a été signée. Naturellement, il y aurait eu une armée d'avocats des deux côtés pour finaliser l'accord. Bien sûr, ni Scott Swift ni Scott Borchetta n'auraient jamais pu prédire le succès futur de Taylor lorsqu'ils ont orchestré cet accord. Ils se sont simplement mis d'accord sur ce qu'ils pensaient tous deux être juste à ce moment-là.
Borchetta a pris un risque en misant sur une Taylor Swift inconnue et ce pari s'est avéré payant. Jusqu'à ce que Taylor décide 14 ans plus tard que ce n'était finalement pas juste. Taylor a décidé de relancer son accord commercial en utilisant la tactique qui lui avait toujours réussi, manipuler les émotions de ses fans dont elle pouvait supposer qu'ils ne connaissaient rien aux affaires. Au cœur de l'affaire se trouvait un homme nommé Scooter Braun, qui venait tout juste d'acheter Big Machine Records via sa société de portefeuille. Grâce à cette transaction commerciale parfaitement légale, il avait acquis les masters du catalogue musical que Taylor Swift avait créé sous ce label. Pour clarifier, un master est en fait un enregistrement original. Celui qui possède donc l'enregistrement master contrôle le destin de la chanson. Si une personne ou une entreprise souhaite utiliser cette chanson dans une publicité télévisée, des droits doivent être versés au propriétaire du master. D'accord. Donc ensuite, j'en viens au fait que, clairement, Taylor Swift quitte Big Machine Records. Elle signe avec Universal et elle publie ce post Tumblr, ce fameux post Tumblr, lorsque Scooter Braun rachète la société. Ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'en coulisses, Taylor Swift venait tout juste, dans sa tête, d'avoir une énorme dispute avec Kanye West à propos du clip vidéo de Famous et Kim Kardashian. Et elle associait Scooter Braun à Kanye West, comme s'il était son manager. Mais en réalité, il n'était en fait pas son manager, car j'ai fait les vérifications nécessaires pour ce livre à l'époque où ce clip vidéo célèbre a été publié. Donc elle ne l'aimait tout simplement pas, elle le considérait comme faisant partie de l'équipe de Kanye et ne voulait tout simplement pas qu'il rachète les masters. Mais elle n'a jamais dit au public que son père possédait une part de la société. Ça me rend fou, je me disais, c'est la chose la plus incroyablement manipulatrice. Faire semblant que ce n'est pas une transaction commerciale normale. C'est comme s'il avait acheté une maison. Et il y avait quelque chose d'intégré dans la maison. Et il se dit, bon, j'achète cette maison, je l'achète. Elle vient avec une piscine. Et puis Taylor Swift prend la parole et dit, je me suis assise à côté de cette piscine et j'ai écrit mes chansons. Et c'est comme, ma grande, je me fiche de tes souvenirs ici. Je fais juste l'acquisition d'une entreprise. Je n'ai rien à voir avec l'accord que toi, ton père et Borchetta avaient orchestré. Tu n'es pas la seule personne ici sous ce label. Bref, je te montre juste le début de sa publication. Le post Tumblr qu'elle a publié, parce que je me souviens, encore une fois, qu'elle et moi avions le même âge, je me disais, c'est dingue. Elle a écrit, pendant des années, j'ai demandé, supplié d'avoir une chance de posséder mon travail. À la place, on m'a donné l'opportunité de re-signer chez Big Machine Records et de récupérer un album à la fois, un pour chaque nouvel album que je livrais. Je suis partie parce que je savais qu'une fois ce contrat signé, Scott Borchetta vendrait le label, me vendant ainsi moi et mon avenir. J'ai dû faire le choix déchirant de laisser derrière moi mon passé, la musique que j'ai écrite sur le sol de ma chambre et les clips que j'ai imaginés et financés avec l'argent que j'ai gagné en jouant d'abord dans des bars, puis des clubs et des salles, puis des stades. Tu as supplié d'avoir une chance de posséder ton travail. As-tu parlé à ton père? Pourquoi as-tu l'air que ton père était littéralement... Il n'y avait que 5 personnes qui faisaient partie de cette entreprise. Et l'une de ces personnes était son père. Donc toute cette histoire n'était tout simplement pas plausible. Et puis, dans une seconde manœuvre, elle publie cet autre post sur Tumblr qui est un mensonge objectif. Les gars, c'est un mensonge objectif. Et encore une fois, elle compte sur le fait que les gens ne connaissent pas le business pour dénoncer ce mensonge. C'était à propos des AMA. Elle a écrit ceci. Les gars, il a été annoncé récemment que les American Music Awards allaient me remettre le prix de l'artiste de la décennie lors de la cérémonie de cette année. J'avais prévu d'interpréter un medley de mes plus grands succès de la décennie lors du show. Scott Borchetta et Scooter Braun ont maintenant déclaré que je n'avais pas le droit d'interpréter mes anciennes chansons à la télévision parce qu'ils prétendent que cela reviendrait à réenregistrer ma musique avant que j'en aie le droit l'année prochaine. Donc c'est tout simplement un mensonge objectif. Pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas ce qu'est un enregistrement master, ils ne peuvent pas. Cela n'a rien à voir avec le fait de chanter quelque chose en direct. C'est littéralement juste ce que tu as déjà enregistré et que nous possédons, non? Donc, c'est comme si c'était sur l'album et que tu pouvais dire « Tu ne peux pas jouer exactement cet album ». Comme My Tears Ricochet. Dans le film It Ends With Us, ils auraient pu empêcher ça, non? La copie exacte. Ça doit être une copie exacte. C'est ça le master. Ça n'a rien à voir avec un enregistrement en direct. Et encore une fois, des gens qui ne connaissent pas le business ou les rouages de l'industrie musicale auraient accepté ça. C'est pourquoi je dis simplement à la fin de ce post, et ce qui m'a dérangé là-dedans, c'est que je me souviens qu'à l'époque, la femme de Scooter Braun avait publiquement supplié Taylor de ne pas faire ça parce que leurs enfants recevaient des menaces de mort, car son armée de fans était tellement en colère.
Ils étaient tellement en colère parce qu'ils croyaient qu'elle était sa victime idéale. Et puis l'histoire se termine d'ailleurs, si tu veux remonter à ce poste, Skylar. D'abord, j'ai dit que tout dans cet appel à sa base de fans est méprisable. Même le titre « Je ne sais pas quoi faire d'autre » est absurde. Tu ne sais pas quoi faire d'autre? Commencer par régler ça via des négociations contractuelles normales serait déjà un début. Deuxièmement, n'essaie pas de manipuler émotionnellement ta communauté de fans pour détruire la vie des gens. Des mots et expressions comme tyrannique, mal, sois une gentille petite fille et tais-toi. Tout cet appel ressemblait juste à « Aidez-moi, aidez-moi, je ne sais pas quoi faire ». Ce n'est pas comme si j'étais milliardaire et que j'ai accès à l'équipe marketing la plus puissante du monde. Et oui, c'est nul au fait. Dans une certaine mesure, j'aurais été d'accord avec elle si elle l'avait fait de façon plus honnête et avait dit, tu sais, quand tu es un jeune artiste et que tu signes, et elle a dit, évidemment, mon père avait le contrôle. Moi, je ne l'avais pas. Et tu te dis que tu aurais fait les choses différemment. Et tu te rends compte à quel point tu travailles dur et tu as l'impression que, tu sais, ta célébrité a dépassé ce contrat. C'est vraiment frustrant. Ça aurait été cool. Ça aurait été la chose adulte et classe à faire, plutôt que de faire semblant d'être une victime totale. Et l'histoire se termine et elle n'a jamais été racontée. Son père a touché 15 millions de dollars quand ils ont vendu. Et puis, dans quelques mois plus tard, Scooter Braun l'a revendu parce que c'était juste une transaction commerciale normale et c'était plus à propos de sa haine envers Kanye West à ce moment-là. À partir de ce moment-là, en 2009, je l'ai juste vu. Je l'ai vraiment vu. Pour ça, j'ai un peu vu cette manœuvre. Si tu peux contrôler la presse, si tu peux contrôler le récit, alors tu peux faire tomber des gens et obtenir ce que tu veux. Et la partie la plus folle de l'histoire, c'est en fait le fait que Taylor Swift gagne maintenant 2 fois plus d'argent. Alors elle a tout réenregistré. Ses fans la soutiennent, genre « tu réenregistres tes morceaux et on achètera ça ». Et elle ne l'a jamais dit à ses fans, mais je possède toujours le pourcentage que mon père a orchestré au début. Donc elle gagne de l'argent des deux côtés. C'était en fait incroyablement avisé sur le plan financier et je dirais même un brillant stratagème machiavélique pour augmenter son argent, accroître sa part de propriété tout en gardant sa jeune base de fans émotionnellement influencés. Et j'ai senti que c'était tellement mal. Et donc quand je regarde cette situation avec ce qui se passe avec Blake et qu'elle fait en quelque sorte la même manœuvre en disant, par exemple, j'ai été utilisée, je n'y crois vraiment pas. Et j'en ai marre. Je suis épuisée par ce récit qu'elle utilise à chaque fois. Et elle est 30 ans, je vais avoir 36 ans cette année. OK, tu es intelligent. Tu es capable. Vous avez fait des choses mal dans votre vie. OK, en termes de relations d'affaires. Et vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que vous avez fait du bon travail en organisant votre marque en tant que petite fille sans défense. C'est tout simplement faux. D'accord. Et donc, ce à quoi je peux m'attendre, et c'est ce que je suis encore une fois, je suppose que c'est ici qu'ils en ont maintenant fini avec Blake Lively. Je pense que c'est réel. Je ne pense plus que ce soit faux. Et cela pourrait être la raison pour laquelle Blake Lively et Ryan Reynolds cèdent, parce que ce qui compte pour eux dans un monde narcissique, c'est l'amitié avec Taylor Swift. C'est la seule chose qui peut vraiment les affecter. Ils aiment cet accès au pouvoir. Ils aiment pouvoir dire aux gens que Taylor Swift est leur amie. C'est notre dragonne. Et s'ils pensent que cela va être retiré de leur vie, alors ils pourraient se dire « OK, je ne veux pas faire ce procès. Faisons une déclaration et réglons cette affaire. » Voilà, c'est mon avis. Encore une fois, c'est totalement ma propre prédiction. Qui sait? Mais à mon avis, parce que je l'ai vue agir, elle va mettre fin à cette amitié au plus vite parce qu'elle ne veut pas que les gens aient accès à ses messages. Et je ne pense pas que ce sera une gentille fille. Je ne pense pas que vous allez avoir une fille douce qui n'aurait jamais fait ça à Justine Baldoni. Je pense que le public va être très, très surpris lorsqu'il rencontrera la Taylor Swift très médiatique, très compétente et très avisée en affaires. C'est ça mon point de vue. Au fait, c'est Tree avec les cheveux roux. Et écoutez, je les respecte toutes les deux. Elles ont tout déchiré. Elles ont fait exploser sa marque. Elles ont fait taire des histoires. Elles ont convaincu les foules. Et comme je l'ai dit, quoi qu'il arrive, je continue de danser sur London Boy. C'est une super chanson. Et il y a d'autres chansons aussi que ma fille aime sur l'album Lover. Je serai probablement à son concert. Je dirai juste, écoute, je ne crois rien de ce que tu dis, mais Lover est un bon album. Tu vois ce que je veux dire? Au fait, dans un autre registre, Leslie Sloan PR, et j'ai oublié de vous montrer le tableau, mais juste pour vous rappeler, Leslie Sloan PR est l'agence de relations publiques qui représente Blake et Ryan Reynolds et il les représente depuis des années, presque une décennie, d'accord? Et leur avocate, qui est Sigrid McCauley, celle qui a représenté les victimes
d'Epstein, celle qui s'est ridiculisée lors de l'audience en essayant simplement d'utiliser une stratégie de girl power, ils ne devraient pas être dans cette entreprise parce qu'ils la dirigent uniquement avec des filles. Quoi? Eh bien, elle a maintenant déposé une requête pour qu'il soit écarté du procès de Justine Baldoni. En plus, ils veulent que tous leurs frais d'avocat soient couverts dans ce qu'on appelle une motion anti-SLAPP. Anti-SLAPP signifie en gros que si vous engagez une action en diffamation sans fondement, alors ils peuvent vous faire payer les frais d'avocat. Et donc, chaque État a des lois différentes concernant l'anti-SLAPP. Ils demandent à ce que leurs frais d'avocat soient pris en charge. Et leur raison, au cas où vous vous poseriez la question dans ce dossier, c'est encore une fois ce qui a été déposé hier aussi. Ils disent, eh bien, ils ont commencé en disant que Justin Baldoni a un jour affirmé qu'il croyait les femmes. Je ne plaisante pas. Ils adoptent de la posture féministe. C'est toute leur stratégie depuis le début. Ils ont écrit cette citation. Justin Baldoni a passé des années à tirer profit des mouvements féministes, Ageers, MeToo, vendant des livres, des podcasts, des conférences TED et plus encore, en utilisant des slogans sur le fait de croire les survivantes. Mettre fin au blâme des victimes et promouvoir le consentement éclairé. Son comportement dans ce litige est donc une pure hypocrisie. Je suis vraiment choquée par ça. C'est comme « je suis une fille ». Il a dit des choses il y a près de 10 ans sur une scène TEDx selon lesquelles nous devrions croire les femmes. Et j'ai dit quelque chose et je veux qu'on me croie. Alors faites-moi sortir d'ici. Je ne veux plus être ici. C'est fou. Et ensuite, on passe de cette stratégie féministe à une chute d'intelligence incroyable. Du QI, tout simplement. Ceci est une véritable déclaration issue de leur dossier. Baldoni ne nie pas la majeure partie des fautes dont il est accusé. Au lieu de cela, il essaie de contextualiser son comportement et suggère que Mme Lively l'a cherché. Ensuite, il donne un exemple. Vous pouvez voir les notes en bas, là. Par exemple, Baldoni répond à Mme Lively, qui allègue que Baldoni et Heath ont envahi sa caravane sans y être invités alors qu'elle était dévêtue. Y compris lorsqu'elle allaitait son nourrisson en publiant un message texte où Mme Lively invitait Baldoni dans sa caravane. Oui, c'est un contexte plutôt important. De quoi l'accusez-vous exactement? D'apporter le contexte qui nous montre qu'elle ment. Comment ose-t-il interrompre son récit dans lequel elle affirme qu'il a fait irruption dans la caravane en incluant alors un message texte qui prouve qu'il avait en réalité été invité à entrer? Quel avocat a mis ça ici? C'est vraiment très imprudent. C'est la façon la plus polie de le dire. Celui qui a monté ce dossier n'est pas un avocat très intelligent. C'est ça votre défense. Comment ose-t-il contextualiser nos déclarations sorties de leur contexte? Oui, c'est plutôt important de remettre tout ce que vous avez dit dans son contexte. Quand ils ont fait ça, le public a compris que vos clients jouent un jeu vraiment malsain. Ensuite, ils continuent et l'accusent de comportement prédateur. Lui et son équipe ont utilisé toutes les armes à leur disposition, la culpabilisation pour embarrasser et faire taire. Et puis, ils reviennent à cette plainte initiale du CRD accusant de sortir les choses de leur contexte. Ils disent mais que leur responsable de la communication de crise a promis, je cite, de enterrer Mme Lively et, je cite, de détruire sa vie. Ils ont pourtant démystifié cela à de nombreuses reprises depuis. C'était l'accroche du New York Times. Nous allons l'enterrer. Nous allons la détruire. Et puis, lorsque vous voyez réellement le contexte complet présenté par Brian Friedman, vous réalisez que c'est un sale jeu de relations publiques et qu'ils ont sélectionné ce qu'ils voulaient pour créer leur propre récit. Maintenant, ils ajoutent également qu'ils veulent être retirés de ce procès parce qu'il n'y a aucune preuve d'extorsion. Ils affirment qu'il n'y a aucune preuve de diffamation. Et je vais vous dire tout de suite que je ne pense pas que le juge va accepter de les retirer de l'affaire, parce que c'est tout simplement un dossier très faible, avant tout, qui ne fait rien pour me convaincre, si j'étais le juge, qu'il n'était pas impliqué dans cette affaire. Il y aura également une découverte limitée dans cette situation. Et étant donné que Leslie Sloan PR, comme je l'ai dit, représente Ryan et Blake depuis presque une décennie, il est tout simplement peu probable que ce ne soit pas eux qui aient fait circuler ces articles que nous avons vus. Au moment de la première, quand tous ces articles sortaient sur Justin Baldoni, disant que le casting ne l'aimait pas et que Blake pensait qu'il était louche, vous vous souvenez de cet article de TMZ? Ils ont un contact solide, Leslie Sloan PR, chez TMZ. Blake Lively, Justin Baldoni, elle a estimé que la scène de baiser a duré trop longtemps. Elle pense qu'il l'a humiliée sur son poids. Donc, on avait déjà un avant-goût de la plainte CRD dans TMZ. Qui aurait pu faire fuiter ça à TMZ si ce n'est son propre cabinet de relations publiques? C'est évident que ça vient de là.
Il y a aussi le magazine People qui dit que It Ends With Us. Le conflit de Justin Baldoni va au-delà de Blake Lively. Le casting n'aura rien à voir avec lui. Qui avait accès au casting, qui aurait laissé tomber le casting, qui aurait laissé tomber cela dans le magazine People. Il continue ensuite. Et je veux simplement dénoncer ouvertement l'absurdité absolue de l'affirmation selon laquelle Leslie Sloan aurait déclaré qu'elle ne l'avait pas fait. S'impliquer auprès de ses clients jusqu'au 8 août. D'accord, c'est tiré du dossier. Elle ne s'est impliquée que le 8 août. Regarde ça. Complètement fou. MS. Sloan n'a pas parlé à la presse de Baldoni avant le 8 août lorsqu'elle a répondu à une demande de presse sur une histoire que l'équipe de Baldoni avait inventée des jours, voire des semaines plus tôt. Peut-être que tu n'as pas parlé directement à la presse, Leslie. Peut-être que vous en avez eu un de vos... Les plus jeunes, les juniors de l'équipe, parlent à la presse. Mais tu ne vas pas faire croire au public que tu n'étais pas impliqué avant le 8 août. Tu aurais été impliqué toute l'année, d'accord? Tes deux clients, Ryan et Blake, avaient des films. Encore une fois, tu comptes sur le fait que le public ne comprenne pas comment fonctionne la communication. Évidemment, on ne va pas accepter que tu ne te sois impliqué qu'à partir du 8 août, alors que Deadpool avait déjà été présenté en avant-première le mois précédent. It Ends With Us a été diffusé pour la première fois, le 3 août ou peut-être le 8 août. Et au milieu d'une véritable tempête de feu, nous sommes censés penser que vous ne leur parliez tout simplement pas ou que vous ne traitiez pas du tout avec la presse ou que votre entreprise ne traitait pas du tout avec la presse. MDR. Il est également très peu probable qu'ils n'aient pas été impliqués lorsque le téléphone de Jennifer Abel a été confisqué. Rappelez-vous que Jennifer Abel était celle qui a quitté Stephanie Jones PR, puis a rejoint en quelque sorte la nouvelle agence de relations publiques, emmenant Justin Baldoni avec elle. Elle s'est fait confisquer son téléphone par Stephanie Jones. C'était un peu le point de départ d'un article du New York Times, des messages textes où ils l'ont forcé à remettre son téléphone, puis ils ont trouvé et des emails qui étaient sortis de leur contexte. Il n'y a aucune chance que Ryan et Reynolds et Leslie Sloan ne se soient pas parlé avant cela. Maintenant, je veux vous montrer ceci avant que l'on passe à autre chose, parce que je trouve ça complètement fou. Je pense, et encore une fois, c'est entièrement mon opinion, que Ryan Reynolds a engagé cette psychopathe pour essayer, une fois qu'ils avaient décidé d'aller voir le New York Times, ce qu'il menaçait apparemment de faire en coulisses, qu'il a essayé en gros de se créer un alibi pour lui-même et pour Leslie Sloan PR à cause d'un échange de messages textes très étrange qu'elle dévoile. Apparemment, ce message texte qui a eu lieu entre elle et Ryan Reynolds a été échangé le 13 août. Le 13 août. OK, affichons-le. Ceci provient du dossier déposé hier. Leslie dit « Salut, c'est Les. Je voulais juste prendre de tes nouvelles et te dire que je pense à toi. À toi et à la famille. Des câlins à tous XX. » Ryan répond alors « Merci. C'est la chose la plus folle que j'ai jamais vue de ma vie, mais cela va s'arranger. » D'accord, laissez-moi vous dire tout de suite ce qui ne va pas avec ce message du 13 août. Pourquoi dit-elle « Salut, c'est Les. » Qui commence un message texte comme ça avec qui que ce soit? Elle a déjà admis dans son dossier qu'elle s'était impliquée. Elle n'a pas parlé directement à la presse avant le 9 août, je n'y crois même pas. Mais tu es en train de me dire que c'est après la publication de la vidéo de Kirsten Fla. Tout devient fou. Il a eu Deadpool. Tu commences un message par « Salut, c'est Les. » Tu n'as pas son numéro? Tu n'as pas Ryan Reynolds? C'est ton client depuis 10 ans. Tu n'as pas son numéro? La seule excuse pour ça serait que tu aies un nouveau numéro, que tu aies changé de numéro, auquel cas tu aurais commencé par « Salut, c'est le nouveau numéro de Les. » Et il aurait probablement vérifié pour s'assurer que c'était bien Les, pour être sûr que c'était un nouveau numéro ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi commence-t-elle ce message par « Salut, c'est Les. » Ensuite, ils continuent et disent que c'est un autre échange qu'ils ont eu. Et c'est vraiment bizarre. Encore une fois, Ryan est trop formel. Je te le dis, j'ai une personne en relation publique. C'est avec ta personne RP que tu es le plus informel. Mon gars, c'est Mitchell. Et tu es constamment en crise, surtout quand tu es en pleine tempête. Genre, ils t'appellent. Ils te disent, mais que le New York Times va publier un article disant que tu es Adolf Hitler. Tu ne dis pas, salut, c'est Mitchell. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? C'est dingue. Il faut qu'on arrête, là. C'est insensé. Ce n'est pas vrai. Regarde ce message suivant juste à côté que Ryan aurait soi-disant envoyé. Ils utilisent ça comme preuve qu'ils n'ont rien à voir avec la tempête. Sur la droite, là, Ryan dit dans
Un langage parfait. Maintenant, on sait qu'il est fou, donc ça me met mal à l'aise. Ça fait vraiment psychopathe. Merci d'avoir envoyé. Il est impératif que nous restions silencieux sur tout et que nous ne parlions à personne. Comme je l'ai mentionné au Danemark avant la première de Blake, il ne faut parler à personne de ces attaques contre Blake. Je veux juste m'assurer que tu ne l'as pas fait à un moment donné. Point d'interrogation. Je trouve ça mignon, ce que Bart a dit. Je trouve ça mignon que Bart ait dit ça. Mais la seule chose à faire, c'est de rester silencieux pour l'instant. Donc, il présente ceci comme un message que Ryan a envoyé, d'accord, en août, à la mi-août, à Leslie Sloan PR, comme preuve qu'ils n'avaient rien à voir avec tout ce qui fuyait. Remets ce texto à l'écran parce que franchement, personne n'envoie des messages comme ça. N'oublie pas que je t'ai aussi dit au Danemark en août de ne rien dire. Il n'y a aucune trace de ça, donc je le crée ici même dans ce message. Ne parle à personne de toutes ces attaques contre Blake. Clin d'œil, clin d'œil. Salut, c'est Les. Et Les, c'est moi, Ryan. Ne fais pas la chose qu'on est clairement en train de faire, mais il faut maintenant qu'on crée une trace qui dit qu'on ne l'a pas fait. Tu ressens la même chose? Tu ressens vraiment la même chose, n'est-ce pas? C'est genre, ça fait vraiment alibi. Ça donne vraiment l'impression qu'on décide de devenir fou. Il essaye de racheter sa société. Et c'est encore plus fou quand on considère qu'il dit de ne rien dire alors qu'il a créé le film Deadpool. Et il a tout dit. Ryan a dit tout ce qu'il pouvait dire dans la sphère publique. C'est une vraie commère, d'accord? Une commère partout, sur tout Internet, dans Deadpool et même dans les crédits. Maintenant, il est là. Bonjour, c'est Ryan. Ne faisons rien et soyons vraiment matures. Tu te souviens quand j'ai aussi dit de ne rien faire à la première au Danemark? Les gars, ça sent l'alibi et c'était stupide. Si tu veux faire un alibi, Leslie, ne commence pas avec les histoires de Hyatt. Ne commence pas avec les histoires de Hyatt. Il faut que Je peux t'aider. Je n'arrête pas de le dire, les gars. Si vous me donnez un budget, je peux vous aider? Appelle-moi Ryan. Appelle-moi. D'accord, ne me mets pas dans le nouveau film Deadpool qui va sortir et ne fais pas de petites blagues mesquines. Je peux t'aider. Franchement, vous n'êtes pas très malin en ce moment. Je sais que tu es le magicien, le narcissique qui croit en sa propre magie. Et tu pensais vraiment avoir orchestré ce truc d'alibi bizarre que tu fais, mais c'était une mauvaise idée. Je sais que tu ne peux pas te voir tel que tu es parce que tu te crois intouchable, mais tu as été touché, mon ami. Tu as été touché. Salut, c'est moi, Candace. S'il te plaît, ne fais rien. Bon, les gars, ne faites rien pendant que je lis quelques messages de nos sponsors. Le premier arrive, Ramp. Vous voulez une meilleure façon de simplifier les opérations financières de votre entreprise, que ce soit pour les dépenses, les paiements aux fournisseurs ou la comptabilité. Si c'est le cas, Ramp pourrait vraiment tout changer pour vous. Ramp est la carte d'entreprise et le logiciel de gestion des dépenses conçu pour vous faire gagner du temps et remettre de l'argent dans votre poche. Ramp offre aux équipes financières un contrôle et une visibilité sans précédent sur les dépenses de l'entreprise. Et avec Ramp, vous pourrez délivrer des cartes à chaque employé avec des plafonds et des restrictions, et automatiser la gestion des notes de frais afin de ne plus perdre de temps à la fin de chaque mois. Le logiciel de comptabilité de Ramp collecte automatiquement les reçus et catégorise vos dépenses en temps réel, vous évitant ainsi de le faire vous-même. Vous n'aurez plus jamais à courir après un reçu et vos employés ne passeront plus des heures à soumettre des notes de frais. Le temps que vous économiserez chaque mois sur la gestion des dépenses des employés vous permettra de clôturer vos comptes 8 fois plus rapidement. C'est très facile à utiliser. Vous pouvez commencer, émettre des cartes virtuelles et physiques et effectuer des paiements en moins de 15 minutes. Que vous ayez 5 employés ou 5 000, vous pouvez désormais recevoir 250 $ en rejoignant Ramp. Vous bénéficierez d'une réduction de 250 $. Il vous suffit d'aller sur ramp.com/Candace. C'est ramp.com/Candace. Encore une fois, c'est ramp.com/Candace. Les cartes seront émises par Sutton Bank, qui est membre de la FDIC. Bien entendu, des conditions générales s'appliquent. Aussi, American Financing, je vous en parle toujours parce que vous savez que vous travaillez dur pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Et parfois, il semble que vous faites un pas en arrière chaque mois au lieu d'avancer. Quand les factures sont plus élevées que ce que vous gagnez, vous devez utiliser votre carte de crédit pour combler et la dette s'accumule. Mais si vous êtes propriétaire de votre maison, American Financing peut vous aider. American Financing vous fait économiser 800 $ par mois. Imaginez ce que vous pourriez faire avec ces 800 $ supplémentaires chaque mois sans avoir à vous soucier de ces paiements mensuels minimum. Et mieux, cela ne vous coûte rien de découvrir combien vous pourriez économiser. Il suffit d'un appel rapide à American Financing. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires.
Alors appelez American Financing dès aujourd'hui et commencez la liberté de la dette de carte de crédit. Appelez le 800-795-1210. Encore une fois, c'est le 807-95-1210. Ou rendez-vous simplement sur americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. Bon, hier, nous avons terminé la série Becoming Brigitte. Et évidemment, c'est partout, d'accord? Et il n'y a tout simplement aucun moyen qu'ils ne soient pas interrogés à ce sujet. Emmanuel Macron et Brigitte Macron reçoivent des questions. Ils essaient de faire comme si rien n'était. Leurs commentaires sont submergés. Tout ce qu'ils font maintenant est touché par des gens qui les appellent, qui appellent. Brigitte, Jean-Michel Trogneux. Et donc, c'est incroyable. L'AFP, donc essentiellement l'AP française, est allée voir Madame Macron ou la personne en charge de Madame Macron, de la communication de Madame Macron, et leur a posé des questions sur la série Becoming Brigitte. Et l'avocat de Brigitte Macron, dont le nom, l'avocat français, d'accord, parce qu'ils ont l'équipe américaine, ce sont eux qui m'ont signifié à la maison, d'accord? Ils nous ont envoyé une lettre. Et ensuite, mon équipe juridique leur a répondu avec 21 questions. Et maintenant, leur avocate en France, une femme nommée Jan Anaki, elle a d'abord confirmé, ils ont demandé « Est-ce que les extraits que Candace a montrés dans son émission sont authentiques? » Et ils ont confirmé que les extraits des lettres que j'ai abordées dans mon émission et publiées sont, je cite, « effectivement une reproduction d'une lettre de l'avocat américain du couple Macron. » Donc, ils admettent « Oui, c'était bien nous. Nous avons envoyé la lettre. » Ils précisent cependant « Je me rends compte que c'est Jean, pas Jean. C'est un homme. Le nom de l'avocat est Jan Inaki. » Il précise cependant que la liste de questions prétendument envoyées par Candace Owens en retour n'a jamais été reçue par les parties concernées. Qu'est-ce que cela signifie? D'accord. Puis ils poursuivent en disant, je cite, « Les interventions de Candace Owens ne sont que des affirmations sans fondement. Pour convaincre des personnes déjà convaincues par cette thèse délirante, s'il en reste encore, insiste-t-il, remontez vers le haut. Mais littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie l'affirmation « Cela n'a pas été reçu par la partie concernée » C'est comme si vous ne disiez rien. Êtes-vous en train de dire que Brigitte Macron et Emmanuel n'ont jamais reçu les 21 questions en retour? Parce que laissez-moi vous dire une chose, c'est un mensonge, mes amis. C'est un mensonge. Et nous savons que c'est un mensonge. C'est un mensonge insensé. Mais écoutez, si vous mentez sur tout votre genre, qu'est-ce que ça vous coûte de mentir par l'intermédiaire de votre avocat à propos de la réception? C'est vous qui avez pris contact avec moi. Nous n'essayons pas d'envoyer des lettres et de deviner qui était votre avocat. Vous admettez, oui, le cabinet d'avocats américains m'a bien transmis la lettre. Non seulement nous vous avons répondu par email, d'accord? Nous vous avons envoyé 21 questions que vous pouvez retrouver par email, mais nous avons ensuite reçu une réponse de votre part. Nous avons reçu une réponse de votre part sous la forme d'une ordonnance de préservation que vous nous avez envoyée. Et nous avons examiné cette ordonnance de préservation. Nous avons lu l'intégralité de l'ordonnance de préservation dans notre émission pour montrer aux gens que vous aviez refusé de répondre aux 21 questions. Alors, essayez-vous maintenant de faire croire que votre cabinet d'avocats américain, un grand cabinet de Washington, D.C., a simplement agi de son propre chef. Qu'ils ont reçu une réponse? Vous avez dépensé de l'argent pour m'écrire 100 pages et les faire livrer à mon domicile. Et quand ils ont reçu une réponse, ils ne vous l'ont tout simplement pas dit. Ils se sont dit « Non, on ne va pas vous dire ce que c'est ». Si vous affirmez cela, pouvez-vous aussi expliquer qui gère votre compte Twitter? Parce que non seulement je vous ai envoyé la lettre, je veux dire avec les 21 questions, non seulement vous avez répondu avec l'ordonnance de préservation, mais ensuite je vous ai aussi tweeté les 21 questions. J'ai dit « Nous avons envoyé notre réponse à Emmanuel Macron et Brigitte hier ». Nous avons inclus des questions précises auxquelles ils devaient répondre avant de publier notre enquête complète sur Brigitte. Encore une fois, nous faisions ce qu'il fallait ici. Nous avons dit, si nous obtenons des réponses basiques, avez-vous donné naissance à 3 enfants? Nous l'inclurons dans la série. Nous n'avons aucun intérêt à mentir. Et regardez la date sur ce document. Nous avons fait cela avant de commencer la série. Des questions simples auxquelles on peut répondre par oui ou par non. J'attends avec impatience. Une réponse claire et directe. Ils n'ont pas répondu à ces 21 questions sur Twitter. J'ai alors tweeté à nouveau. Encore une fois, j'ai tweeté, je faisais des blagues et je citais 50 cents. J'avais 21 questions et elles portaient toutes sur nous en taguant Emmanuel Macron à chaque fois en mode « Chérie, c'est facile de m'aimer maintenant. M'aimerais-tu si j'étais au plus bas? S'il te plaît, réponds juste à mes 21 questions. » Et ils disent les parties concernées ne l'ont tout simplement jamais reçu. Que se passe-t-il en France? A-t-on le droit de mentir en France quand on est président? C'est vraiment légal, ça. En France, on peut juste dire ce qu'on veut, inventer des trucs.
Comme je l'ai dit, Brigitte, t'as du cran, mon pote. Il faut en avoir pour que ton avocat vienne dire que tu n'as jamais reçu les 21 questions. Mais voilà le problème. C'est ça le souci. Quand tu mens sur qui tu es, sur ton identité, il n'y a aucun mensonge dans ta vie que tu ne diras pas. Ça doit vraiment te sembler anodin. Faire semblant de ne pas l'avoir reçu, tu te dis, bon, j'ai menti sur mon genre toute ma vie, j'ai menti sur mes amis, tu vois. J'ai menti sur tout. J'ai menti sur ma relation avec cet homme, sur le moment où je l'ai rencontré. Pourquoi est-ce que je ressentirais quoi que ce soit à l'idée de mentir et de faire semblant que mes avocats américains étaient complètement à côté de la plaque et sont soudainement devenus incontrôlables et ne m'ont pas transmis un email qui m'a ensuite été tweeté? Et on se moquait de moi avec la musique de la dissidence. Ça ne me fait rien, je vais juste mentir. Tu mens, tout simplement. Et donc, c'est juste ce qu'ils sont. Ce couple doit absolument démissionner. Ils doivent simplement se retirer. Ce sont des êtres humains terribles. Ce n'est pas la faute d'Emmanuel Macron. C'est la faute de Brigitte parce que tu l'as manipulé. Tu as manipulé Emmanuel Macron. Donc, j'en conclus que tu ne vas pas déposer cette plainte, cette lourde menace, ce qui rend la situation encore plus folle parce que tu dis, si tu n'as pas reçu mes 21 questions, où est ta plainte? Où est ta plainte, Brigitte? Quand vas-tu la déposer? Tu as eu tout ce temps devant toi et tu as attendu que la série se termine. Et maintenant, tu fais semblant de ne pas avoir reçu les questions. Incroyable. Absolument incroyable. Mais comme je l'ai dit, on est dans cette période étrange. J'aime 2025. Les menteurs sont démasqués. Qui qu'ils soient, les menteurs sont en train d'être exposés. Ce qui a été fait dans l'ombre semble être révélé à la lumière. La lumière du soleil est le meilleur désinfectant. Donc, je vais juste m'asseoir et voir ce qui va arriver à ce couple. Je vais rester en retrait et voir ce qui va arriver à Blake Lively. Je mens. Je ne reste pas en retrait. Je suis actif. Je suis impliqué. Je me suis illusionné en croyant que je faisais partie de cette plainte. Blake Lively peut s'illusionner en croyant qu'elle a été harcelée sexuellement par Justin Baldoni. Je peux m'illusionner en croyant que je suis partie prenante dans cette plainte. Merci beaucoup à vous tous de comprendre cela et de me soutenir dans cette illusion. Très bien, les amis, je veux vous parler rapidement, avant de répondre à vos questions, de 7 Weeks Coffee. Je veux faire une pause ici. Pour en parler, parce que c'est une entreprise de café Pro-Vie qui a pour mission de financer le mouvement Pro-Vie, une tasse de café à la fois. Cela s'appelle 7 Weeks Coffee parce qu'à 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café et c'est aussi le moment où l'on peut clairement détecter un battement de cœur à l'échographie. Ils donnent 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse à travers le pays. Ils ont récolté plus de 750 000 $ pour ces centres et ont sauvé des milliers de vies. Et je peux vous parler du café parce que je suis très difficile sur ce que je bois. Il est sans moisissure, sans pesticides, cultivé à l'ombre, à faible acidité et issu de l'agriculture biologique. Et en ce moment, si vous vous abonnez à 7 Weeks Coffee, vous recevrez gratuitement un lot de 2 de leurs nouveaux sachets à infusion individuelle pour emporter votre café partout où la vie vous mène. Donc, que vous voyagiez, travailliez ou partiez à l'aventure, vous pouvez facilement savourer une tasse de café riche et savoureuse en ajoutant de l'eau chaude et en laissant infuser le sachet à emporter pendant quelques minutes. Alors, rendez-vous sur 7weekscoffee.com et économisez 15% à vie en vous abonnant. De plus, exclusivement pour mes auditeurs, utilisez le code CANDACE pour bénéficier de 10% supplémentaires sur votre première commande. Cela représente donc une économie totale de 25% sur votre première commande sur 7weekscoffee.com. Utilisez le code CANDACE aujourd'hui. D'accord. Maintenant, je veux vous faire savoir que j'ai une interview qui sera publiée aujourd'hui uniquement pour les abonnés sur le site web de Candace Owens, Candace. C'est mon entretien avec Michelle Jones. Le sujet est la pornographie. C'est un personnage assez controversé. Il a été mis sur la liste de l'ADL pour... Je suis sur la liste de l'ADL, alors que puis-je dire? Car il n'aime pas la liberté d'expression. Il parle origine de la pornographie. C'était une discussion fascinante. Il est catholique, comme moi. J'aimerais beaucoup voir ce que tant de personnes pensent de cette interview. Je pense qu'elle est formidable et je pense que la pornographie fait du mal au monde. Je pense qu'elle nuit surtout aux hommes et qu'elle fait du tort aux femmes et aux relations. Et nous sommes devenus une culture ouvertement pornographique. Donc, c'est disponible sur le site pour les abonnés. Aussi, bien sûr, si vous voulez acheter le livre, il est maintenant en vente. Je vous ai lu un petit extrait. Mon mari est probablement en train de regarder et de se demander pourquoi j'ai fait ça. Je suis désolée, chérie. Je fais juste des choses. Je veux juste faire des bêtises sur Internet avec mes amis. Et aussi, je veux vous dire que j'avais promis de dévoiler aujourd'hui la nouvelle série d'enquêtes. Nous avons un petit souci juridique que je dois régler. Et donc, j'étais tellement enthousiaste à ce sujet. J'ai adoré toutes vos suppositions. Je vous promets que lundi, nous l'annoncerons. Donc, c'est ma faute. J'ai fait une promesse et je ne l'ai pas tenue parce que mes avocats sont intervenus.
Et il faut bien que quelqu'un me remette dans le droit chemin. Vous savez, si ça doit être une équipe juridique et si ça doit être mon mari et qu'ils me disent « Non, tu peux attendre un week-end pour dire de qui il s'agit. Nous devons juste nous assurer que tout est parfaitement en règle pour que tu ne finisses pas en prison. » Bref, continuez à m'envoyer vos suppositions tout le week-end et nous annoncerons ça lundi. Passons à vos commentaires. Voyons ce que vous avez pour moi aujourd'hui. Talia écrit « La façon dont j'ai éclaté de rire et couru directement regarder cet épisode. Ces miniatures méritent des émis, Candace. » Et aussi cette réplique des 21 questions, j'ai explosé de rire. Merci beaucoup. Oui, on s'amuse beaucoup avec les miniatures. Aujourd'hui, c'était moi. Merci beaucoup. Il y a une chanson de Taylor Swift pour tout. C'est génial. Je me dis, waouh, plus on parle d'elle, plus on peut vraiment plonger dans sa musique. C'est juste tellement drôle. Vanda dit, Candace est ma seule source d'information. Merci beaucoup. On s'amuse, évidemment, vous pouvez voir qu'on s'amuse beaucoup trop. Elda écrit, j'apprécie vraiment la personne que tu es. Il faut beaucoup de choses pour rester posé. Continue comme ça. Merci beaucoup. Eddie écrit « Prie, le béguin pour Candace. Tu es incroyable. Que Dieu te bénisse. Merci de dire des choses qui comptent, la vérité. Tu sais ce que tu fais et je suis là pour chaque minute. Merci beaucoup. » Et la raison, juste pour que vous sachiez, parce que je sais que les médias ont dit des choses horribles sur moi quand je n'ai pas soutenu le mouvement MeToo. J'ai toujours trouvé étrange dans ma tête que nous faisions semblant d'ignorer que nous pourrions un jour avoir des fils qui devront vivre dans cet environnement. Comme si, tu vois, Justin Baldoni est clairement né d'une femme. Et tu vois, si tu peux imaginer ton fils traverser quelque chose comme ça, et c'est parce qu'on a créé un environnement où on dit juste « croyez les femmes », ça m'a toujours fait peur. Et ça, c'était avant même d'avoir des fils. Et maintenant, j'en ai 3. Donc, tu sais, je suis contente d'avoir dit « écoutez, on ne devrait pas croire les femmes ou les hommes, mais on devrait croire les faits quand ils sont présentés. Les 2 personnes sont convaincues, les 2 sexes sont évidemment capables de mentir. » Dalia écrit « La scène du toit m'a fait me tortiller. Haha, ton côté neurochirurgien, c'était du pur malaise. Et ses tenues étaient absolument affreuses. Ryan a probablement forcé Balaji à déposer la plainte. Je suis totalement d'accord que Ryan était derrière beaucoup de choses. Et ces messages me rendent toujours nerveuse. Regarde son visage, il me fait peur. Je n'arrive pas à l'expliquer. J'ai tellement peur de Ryan. Il va venir me chercher. Il va venir bouleverser toute ma vie. Je n'arrive pas à y croire. Ben écrit, Ken est ravi de faire un épisode sur l'émancipation catholique en Irlande. Le gouvernement n'a pas inclus cette date comme un événement à commémorer en 2029. En 1829, cela a accordé aux catholiques des droits humains fondamentaux et a mené à notre indépendance. Mais pas un mot à ce sujet. Donc c'est en fait très ironique parce que je viens justement de regarder Braveheart. Je sais que ce n'est évidemment pas l'Irlande, mais j'ai regardé Braveheart ce week-end et ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser au catholicisme. Et oui, d'accord, il faut qu'on fasse plus d'épisodes sur le catholicisme dans le monde et sur ce qui s'y passe. Et cela figurera certainement davantage dans nos formats longs. Donc, merci d'avoir attiré mon attention là-dessus. Sydney écrit « Candace, j'ai découvert ton contenu avec l'interview de hier, mais je me suis complètement plongée dans la série Brigitte. Le débat Blake contre Justin, c'est mon empire romain. Merci pour ton travail acharné. Et c'est permis que ce soit notre empire romain. Je veux le dire. Je sais qu'on court après nos maris, qu'on les plaque au sol et qu'on les force à, tu sais, apprendre toutes ces informations contre leur gré. Mais c'est notre droit. J'ai l'impression qu'ils ont eu leur empire romain depuis l'empire romain et ils en parlent et y pensent tout le temps. Et on a le droit de faire pareil. OK, ils le feront peut-être pas, mais je pense que c'est important. C'est important. Donc, je veux juste dire, continuez, mesdames. Et maintenant, on les a attrapés. Je vois des hommes. Je suis là. Ma femme m'a forcé à faire ça. Et je suis là. Et je veux dire ceci, les gars, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous dans cette aventure. Nous allons aller sauver Justin Baldoni. Très bien, les gars, on se retrouve lundi. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose à mentionner à part l'interview de L'interview de Michael Jones qui sera publiée aujourd'hui. À part ça, oui, passez un excellent week-end.